merci à tous d'être réunis, toutes et tous d'être réunis aujourd'hui pour notre premier Positive Talk en 2021. Donc, je me présente. Donc, moi, je suis Hayat Mazouza. Je suis responsable de l'impact et du plaidoyer chez Positive Planète France. Et du coup, j'ai le plaisir d'animer cette table ronde virtuelle aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, on est réunis pour parler d'entrepreneuriat et plus précisément de comment, en fait, on peut créer les conditions favorables à l'entrepreneuriat en période de crise, ce qui n'échappe à personne aujourd'hui, je pense. Alors, du coup, pour commencer très rapidement, j'ai le plaisir, en fait, de vous présenter nos 4 invités. Géraldine Plénier, donc tu as été directrice de la responsabilité sociale et environnementale de Capgemini, où tu as travaillé pendant plus de 18 ans. Tu as été membre du conseil d'administration des écoles de la deuxième chance, et tu es depuis 2018 directrice générale de Positive Planète France, qui est une association loi 1901 qui a été créée au lendemain des révoltes urbaines de 2005 et qui portait un certain nombre de revendications sociales et notamment l'accès à l'emploi. Donc, Positive Planète France, j'en profite du coup pour la présenter rapidement, est une association qui accompagne les porteurs de projets dans les quartiers prioritaires, dont 90% sont bénéficiaires de minima sociaux ou d'allocations, et en tout cas qui sont des demandeurs d'emploi et qui ont trouvé dans l'entrepreneuriat un moyen en fait de créer leur propre activité. Et c'est comme ça que Positive Planète France contribue justement à la mission globale de Positive Planète, à savoir lutter contre la pauvreté et inclure économiquement et socialement via l'entrepreneuriat. Bienvenue. Merci Hayat, bonjour à toutes et à tous. Benoît Hamon, alors je me permets je vais te tutoyer parce que bon, on va pas faire semblant qu'on ne se connaît pas. Tu as été député de la 11e circonscription des Yvelines. Tu as été aussi ancien ministre délégué à l'économie sociale et solidaire et à la consommation de 2012 à 2014, puis ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Tu as été aussi le candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle de 2017 et tu as notamment, via cette élection, porté sur le devant de la scène quand même la question du revenu universel d'existence, sujet que tu portes encore plus farouchement, je dirais aujourd'hui peut-être, notamment dans ton livre intitulé « Ce qu'il faut de courage, plaidoyer pour le revenu universel » qui est aux éditions Équateur et que chacun peut se procurer partout. Alors, moi, personnellement, je l'ai lu à la FNAC, donc globalement, ça marche. Bienvenue. Merci, bonjour Hayat. Alice Rosado, tu es directrice générale de l'ADI, qui est l'Association pour le droit à l'initiative économique. Après plusieurs années au sein de grandes collectivités locales et de start-up, tu as rejoint l'ADI en 2019 pour travailler sur les sujets de relations institutionnelles et de plaidoyer, et pour défendre en fait l'idée que l'entrepreneuriat individuel peut être un formidable vecteur d'inclusion sociale, économique et financière, et pour, in fine, mieux faire entendre la voix des petits entrepreneurs locaux. Bienvenue et merci à l'ADI pour le soutien, parce qu'on est très copains avec l'ADI. On est ravis que tu puisses participer à cette table ronde. Merci Hayat, je suis directrice générale adjointe, je précise. En tout cas, merci Hayat et puis bonjour à toutes et à tous. Et enfin, Ahmed Bouzouaïd, bienvenue. Ahmed, tu es sociologue et urbaniste. Tu as travaillé pendant plus de 10 ans à l'accompagnement des stratégies d'action territoriale des acteurs publics et privés. Et tu as rejoint BPI France en véritable intrapreneur pour construire et mettre en œuvre le programme Entrepreneuriat pour tous, à savoir l'action de BPI France et de ses partenaires pour soutenir et accélérer les dynamiques entrepreneuriales dans les quartiers populaires. Bienvenue à toi. Merci beaucoup, Hayat. Bonjour à et je te remercie pour ton temps. Pardon, je ne t'ai pas entendu. Non, je disais bonjour à toutes et à tous et merci Hayat pour cette présentation. Bienvenue, merci. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. On a quand même un timing à respecter. Je vais essayer d'être brève. Selon l'Observatoire de BPI Création, la création d'entreprises en France en novembre 2020 a été supérieure à celle de novembre 2019, une augmentation de 18%, avec un niveau élevé d'immatriculation. Malgré la crise sanitaire, on note que les Français choisissent en fait de plus en plus l'entrepreneuriat. Dans les QPV, les quartiers prioritaires de la politique de la ville, il y a 2 fois moins de créations qu'ailleurs, alors même qu'elles sont plus pérennes.
on a effectivement un taux de pérennité à 3 ans dans les quartiers qui est de 77%, alors qu'en dehors des quartiers, il est plutôt de 74%. Même si l'écart n'est pas immense, on a souvent des idées reçues selon lesquelles en fait, les entreprises dans les quartiers ne durent pas très longtemps, en tout cas sont plus fragiles que les autres. Ce qu'on constate, c'est surtout qu'elles sont 2 fois moins présentes, mais finalement, quand elles sont là, elles marchent, quoi. Mais voilà, il y a un vrai déficit. Alors, comment on explique ce phénomène? Cette question, alors, elle est plutôt ouverte. Elle s'adresse peut-être plutôt aux acteurs de l'accompagnement et du financement, à savoir Alice, Géraldine et Ahmed. Selon vous, aujourd'hui, quels sont les freins en fait à l'entrepreneuriat? Et je tiens à insister sur le fait de parler d'entrepreneuriat pour tous. Est-ce que un de vous voudrait prendre la parole en premier? Je vais me lancer. À nouveau, merci Ayat et vraiment merci pour l'organisation de cet échange. Et en effet, je me permets également de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année. Alors, concernant en effet l'entrepreneuriat pour tous, alors évidemment, en tout cas, compte tenu de l'activité de l'association Positive Planète, on aura un petit focus quand même sur l'entrepreneuriat dans les quartiers politiques de la ville, ce qui est certain. Souligner aussi que, en effet, l'entrepreneuriat pour tous, c'est, je dirais une ambition, même si on sait qu'évidemment, tout un chacun n'a pas forcément le souhait de créer, mais en tout cas, nous, notre souhait, c'est de soutenir tous les entrepreneurs qui ont ce souhait, soit pour aboutir en effet à la création de leur activité ou quoi qu'il en soit pour faciliter leur insertion, parce qu'on le souligne et on le remarque, à partir du moment où les entrepreneurs sont accompagnés, quelle que soit, je dirais, la finalité de l'accompagnement, l'insertion est en effet plus efficace. Alors, concernant les freins, je dirais on les connaît tous à peu près, mais moi, j'en identifierai 4. Le premier que tu as souligné, c'est qu'en effet, il y a 2 fois moins de création d'entreprises dans les quartiers. Donc, on peut peut-être souligner le fait que la culture entrepreneuriale dans les quartiers est peut-être plus faible. Donc, je pense qu'il serait peut-être utile aussi de promouvoir quelques rôles modèles. Il y en a beaucoup dans les quartiers. Il y en a plusieurs au sein du conseil d'administration de PPF, et notamment un entrepreneur bien connu de certains à Bondy, qui est Younes Bourimèche. Donc, je pense que je dirais valoriser certaines réussites, certains rôles modèles pour être un bon moyen de promouvoir l'entrepreneuriat. Le deuxième frein qu'on connaît tous, c'est en effet les difficultés d'accès au réseau bancaire pour bon nombre d'entrepreneurs des quartiers. Le troisième frein, je pense que c'est aussi l'accès à l'information, l'accès aux dispositifs qui existent pour ce qui concerne l'accompagnement à la création. Et enfin, le quatrième frein, c'est en effet le fait que je crois que 70% des entrepreneurs dans les quartiers ne sont pas accompagnés dans le cadre de leur projet. Donc, je pense qu'il est en effet important peut-être de plus valoriser les réseaux d'accompagnement et de les rendre peut-être plus visibles et plus lisibles pour faciliter l'accompagnement, car on sait que lorsqu'un entrepreneur est accompagné, en tout cas au sein de Positive Planète, c'est le cas, plus de 62% quand ils sont accompagnés à 3 ans ont créé une activité, donc c'est un gage de réussite. Voilà pour les quelques éléments que je souhaitais partager. Merci Géraldine. Est-ce que Ahmed ou Alice, vous souhaiteriez ajouter des éléments? Là, on a parlé plutôt d'accompagnement, ce qui est plutôt finalement naturel du fait de la nature même des activités de Positive Planète France. L'ADI, tout comme BPI, bien sûr à des échelles différentes, finance, c'est-à-dire que BPI finance plutôt des réseaux et l'ADI finance des entrepreneurs directement. Vous, par rapport à vos activités, qu'est-ce que vous avez identifié comme étant véritablement un catalyseur pour l'entrepreneuriat et à contrario, dans vos activités, dans vos relations que vous avez entre acteurs et financeurs, est-ce que vous avez, il y a des points d'attention particuliers à garder en tête pour pouvoir créer ces conditions pour les entrepreneurs? Alice, peut-être peut-être juste… Allez-y, pardon, allez-y. Allez-y, Alice, j'avais l'impression que la question s'adressait à vous. Ah ben voilà, alors peut-être juste en 2 mots, je voulais un peu présenter l'ADI là, pour ceux qui ne connaissaient pas l'association. Donc on est une association nationale créée il y a plus de 30 ans, avec toujours la même ambition partagée encore aujourd'hui, qui nous rassemble aujourd'hui, c'est-à-dire que nous on pense que on veut que chacun soit en mesure,
s'il le souhaite bien évidemment, de créer son entreprise et donc son emploi sans que ce soit le parcours du combattant. Et donc de faire que la création d'entreprise soit vraiment à la portée de tous, même sans capital, même sans réseau et même sans diplôme. Donc très concrètement, alors Géraldine évoquait la mission d'accompagnement de Positive Planète France. Nous, on a 2 volets d'intervention. Notre mission, c'est de donner accès à l'entrepreneuriat par le microcrédit, par le financement, avec des microcrédits maximum de 12 000 à 15 000 euros. Et puis aussi de donner l'accès à l'entrepreneuriat par l'accompagnement à ceux qui sont exclus du système bancaire classique pour un tas de raisons, soit parce que leur situation sociale, parce qu'ils sont bénéficiaires de minima sociaux, parce qu'ils sont demandeurs d'emploi, fait qu'ils n'ont pas accès au secteur bancaire classique, soit parce qu'ils n'ont pas le bon diplôme, ou alors parce que leurs besoins de financement sont relativement modérés. Voilà, donc on a ces 2 volets d'intervention, le financement et l'accompagnement. Et donc l'objectif, c'est bien de lever un à un les freins à la création d'entreprises pour tous. Et donc, on se retrouve évidemment complètement dans ce que Géraldine disait sur les freins identifiés, c'est-à-dire des freins de financement. Bon, donc nous, c'est notre mission première de parvenir à lever ces freins. Alors pour vous donner un ordre d'idée, on accompagne et on finance 50 000 entrepreneurs aujourd'hui, mais bon, on pense qu'il y a évidemment encore beaucoup de besoins. Donc nous, par notre mission même, on cherche à lever le frein de financement. Et puis aussi tout un autre tas de freins. On a parlé des freins culturels, psychologiques, d'autocensure, les freins liés aux compétences. Et donc, voilà, il y a tout ce volet fort d'accompagnement. On a aussi des freins administratifs et juridiques, alors qui reprennent, qui sont liés aux freins liés aux compétences et aux besoins d'accompagnement. Mais nous, on a notamment milité fortement pour la création du statut, enfin du régime micro-entrepreneur, parce que voilà, il y a des barrières à la création d'entreprise parce qu'on pense que c'est compliqué. Et d'ailleurs, c'est aussi une réalité. Hein, c'est compliqué de créer, c'est compliqué de s'immatriculer. Ça peut ne pas être simple de tenir une comptabilité. Et donc, je pense qu'il y a vraiment aussi cette dimension de simplification de la création d'entreprises en France, et ça passe par la simplification de l'ensemble des statuts, mais aussi donc par la création de ce régime micro-entrepreneur. Super. Ayat, je crois que… C'est moi. Oui. Merci Alice. Justement, par rapport à ce sujet d'accès au financement, Ahmed, vous avez au sein de la BPI créé la Task Force Entrepreneuriat pour tous. Alors, spontanément, on peut se demander pourquoi la BPI a estimé qu'il fallait créer une task force dédiée au quartier. Est-ce qu'ils ont quelque chose de spécifique? Et si oui, est-ce que tu pourrais, nous en parler un peu plus? Avec plaisir. Alors, donc oui, effectivement, BPI France, c'est la banque des entrepreneurs. Et donc, initialement, elle est plutôt connue pour accompagner des PME, les accompagner via les accélérateurs pour les aider à devenir des ETI, aussi structurer l'industrie en France, accompagner la transformation de l'économie via la tech également, etc. Et on n'était pas véritablement dans le champ de la création, qui était initialement historiquement portée par la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts. Et ces missions, elles nous ont été confiées donc, depuis le 1er janvier 2019. Donc, une chose qu'il faut savoir, c'est qu'en France, effectivement, il y a tout un tas de réseaux, d'acteurs, d'associations qui interviennent pour accompagner, souvent gratuitement, les entrepreneurs, tous ceux qui souhaitent entreprendre, que ce soit des entrepreneurs en devenir ou en activité. Il existe des solutions pour eux dans les territoires qui sont incarnées par des associations comme Positive Planète, comme l'ADI, comme Initiative France, France Active, et tous ceux qui, finalement, qui sont là pour aider les entrepreneurs. Donc, on a pris cette mission, et cette mission, donc, au-delà du financement classique qu'on fait en partenariat avec l'ensemble des banques et des territoires pour accompagner les entreprises, les entrepreneurs en activité, aujourd'hui, donc, on finance maintenant les réseaux d'accompagnement et les associations, les écosystèmes territoriaux qui participent aux dynamiques économiques dans les territoires. En gros, comment fait-on pour que les entrepreneurs, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, puissent accéder à des solutions pour réussir? Parce que ça a été très bien dit, hein,
entreprendre, enfin, on veut que ça ne soit pas un parcours du combattant, mais dans les faits, entreprendre, c'est une galère. C'est-à-dire, c'est un parcours du combattant. Et donc, l'enjeu, c'est qu'on puisse donner les armes à ceux qui en ont besoin. Dans notre perspective, finalement, un entrepreneur qui vient des quartiers ou non, ça reste un entrepreneur. Et ça, il a donc des besoins d'entrepreneurs qui sont doubles. Hein. Ça a été, là, il y a effectivement les enjeux d'accompagnement. Donc, ce qu'on va avoir grâce aux associations que vous incarnez, et selon votre expertise, là où vous positionnez dans le champ d'accompagnement, on va proposer de la formation, on va proposer du conseil, on va proposer du suivi. Ça, c'est extrêmement important. Également, on va proposer du financement parce que les entrepreneurs ont besoin, pour donner vie à leur projet, de financement. Et toutes ces associations-là, voilà ce qu'elles essayent elles essayent de structurer des solutions, de les proposer pour aider les entrepreneurs à réussir. L'idée, c'était finalement, on s'est rendu compte que dans les territoires prioritaires, les quartiers de la politique de la ville, effectivement, il y a l'appétence à entreprendre, il y a une réelle envie, il y a des dynamiques entrepreneuriales qui existent. Géraldine a parlé d'entrepreneurs modèles qui existent dans ces territoires. L'idée, c'est de faire en sorte que la culture de l'entrepreneuriat puisse être mieux appropriée et que l'ensemble des outils qu'on incarne, qu'on essaie de proposer, soient aussi mieux appropriés. Parce qu'en réalité, d'un côté, il y a une demande. On voit bien qu'il y a, tout à l'heure, tu as introduit par le taux de création qui, malgré la crise dans laquelle nous sommes et qui augmente, le taux augmente. Et en même temps, on sait qu'il y a tout un tas d'acteurs tels que vous qui apportez des solutions extrêmement concrètes pour aider l'entrepreneur à réussir. Maintenant, donc il n'y a pas de crise de l'offre, il n'y a pas de crise de demande. Et l'enjeu, c'est comment fait-on pour rendre connecté tout ça. C'est un peu ça l'ambition. Ouais. Moi, je dirais deux choses. C'est que la création, c'est bien, mais l'enjeu, c'est plutôt de la création pérenne. Donc, c'est comment on permet de pérenniser l'ensemble de ces créations. Et ça, on peut le faire grâce à l'ADI, grâce à l'initiative, grâce à Positif. Tous ceux. En fait, l'enjeu, c'est d'aider, de faire connaître les solutions qui sont là pour aider les entrepreneurs. Et de la même manière que, je sais pas, on peut faire la métaphore sportive si tu veux, tu vois, mais un sportif, s'il est bien encadré, s'il est bien entouré, s'il est bien coaché, ses chances de réussite sont optimisées. C'est un peu la même chose. Donc l'idée, c'est de faire connaître toutes ces solutions qui existent dans les territoires, d'une part. Et d'autre part, je pense, c'est aussi proposer une approche différenciée. Une approche différenciée, c'est que je pense qu'il ne faut pas tomber dans la caricature qui consiste à envisager. Un entrepreneur, ça n'existe pas. Parce qu'en fait, finalement, il y a des façons d'entreprendre et il y a des solutions qui sont adaptées à des problématiques, à des besoins et parfois à des réalités qui sont différentes d'un territoire à l'autre. Pour la faire courte, on sait il y a toute une culture qui fait que parfois il est plus compliqué d'entreprendre quand on est une femme, parce qu'il y a des biais cognitifs, il y a le fait que parfois elle va être moins bien reçue par le banquier avec des préjugés, etc. J'accuse pas le banquier, hein, c'est la société qui est comme ça. Et donc on essaye de mettre les bouchées doubles pour aider les publics. Là, on a des difficultés. Entreprendre dans la tech, pareil, ça demande un certain type d'accompagnement. Créer une boîte, c'est pas exactement la même chose que la développer. Et donc, l'idée, c'est que chacun des acteurs a des solutions en matière de financement et des solutions en matière d'accompagnement qui sont adaptées à des besoins spécifiques. Et aujourd'hui, humblement, BPI France, ce qu'on essaie de faire, c'est rendre lisible ce bouquet de solutions et pour faire en sorte que tous les entrepreneurs puissent accéder à des solutions qui soient, je ne sais pas si on peut dire à leur image, mais en tout cas qui répondent à leurs besoins. Plutôt personnalisé. Tout à fait, voilà. Mais justement, alors, ce que vous avez évoqué globalement, c'est qu'il y a quand même des problématiques et des barrières, entre guillemets, que les acteurs de l'accompagnement et du financement peuvent lever. Mais ensuite, il y a aussi des éléments, on va dire, exogènes. Et c'est ce dont tu parlais tout à l'heure en propos introductif, Alice, sur le fait que, par exemple, vous avez milité pour le régime de micro-entrepreneurs. Parce que là, c'est vrai qu'on a deux grandes associations qui sont plutôt sur des micro-entrepreneurs, en fait, sur des travailleurs indépendants. Donc, ça montre bien qu'il y a une certaine limite, finalement, à l'activité propre, on va dire, de l'association, qui fait déjà pas mal de choses, mais qui ne peut pas tout faire. Et donc, il y a tout un volet, quand même, plaidoyer ou défense, entre guillemets, des intérêts de ces travailleurs indépendants.
qu'il faut quand même porter au niveau des pouvoirs publics. Je sais que l'ADI fait pas mal de choses, notamment par exemple avec le mégaphone. Vous essayez de sensibiliser justement plus largement à ces sujets. Peut-être qu'Alice, tu peux nous en dire un petit mot? Oui, je voulais effectivement compléter parce que là, on a parlé beaucoup de freins réels, individuels, finalement, auxquels on essayait de répondre via le financement, via l'accompagnement, mais il y a aussi effectivement ce frein un peu culturel collectif, disons, où on a d'un côté quand même beaucoup de dispositifs publics pensés pour le salariat, ou alors on va mettre en avant la start-up, la grosse entreprise, et finalement le travailleur indépendant, sans salarié, est quand même souvent un peu un incompris, enfin, je sais pas si c'est incompris, un inconnu dans les politiques publiques. Et c'est vrai que, donc en complément, elle a dit, en complément finalement notre action très concrète terrain auprès des entrepreneurs, on a aussi tout un volet de plaidoyer qui vise à développer un environnement collectif. Donc là, on est au-delà de la solution individuelle personnalisée, mais d'avoir un environnement législatif, réglementaire, administratif adapté au développement du travail indépendant, et aussi au quotidien d'aller convaincre les pouvoirs publics qu'il faut faire plus et mieux pour l'initiative individuelle, et que la création d'entreprises, qui est déjà en premier lieu la création de son propre emploi, est un dispositif de politique publique qui est certainement, en tout cas à notre sens, sous-exploité, alors qu'il pourrait être un formidable levier d'inclusion sociale, professionnelle et financière. Parce qu'effectivement, nous, pour rappeler un peu le public qu'on finance et qu'on accompagne, c'est vrai qu'on est sur des publics, vu qu'ils n'ont pas accès au secteur bancaire classique, sont souvent des publics éloignés de l'emploi. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi toute cette dimension collective de politique publique et de culture globale à modifier. Alors malheureusement, bon, c'était dans le contexte de crise, mais en fait, on est quand même de plus en plus reçu et bien reçu par les pouvoirs publics. Mais on a encore des solutions un peu trop sectorisées sur ce sujet de développement du travail indépendant, et pas une politique publique globale. C'est ça. En fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il faut actionner plusieurs leviers en même temps, en fait. Autant agir sur les entrepreneurs directement, mais aussi en fait agir sur l'écosystème en fait qui favorise ou non l'entrepreneuriat. Il y a un chiffre qui est sorti dans la dernière étude de pérennité et d'impact de Positive Planète France, c'est qu'en fait on s'est rendu compte, donc on a 62% des entreprises qui sont encore stables 3 ans après, mais en fait le reste, on se rend compte qu'en fait pour la plupart d'entre eux, ceux qui ont donc cessé leur activité, la principale raison, c'est qu'en fait, ils n'ont pas réussi à avoir assez de clients et ils n'ont pas réussi à avoir en fait des revenus suffisants pour pouvoir en vivre, en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, ce dont on se rend compte aussi, c'est que la plupart, en tout cas de plus en plus de nos entrepreneurs, sont des personnes qui sont salariées en fait avant d'arriver dans nos structures. C'est-à-dire qu'il y a un volet où on envisage l'entrepreneuriat, on essaie. Pendant un moment, ça peut être un complément de revenu, mais finalement, on n'est pas suffisamment costaud pour pouvoir se lancer à 100%. En tout cas, c'est une analyse possible qui peut être faite. Pour ma prochaine question, je vais m'orienter plutôt vers Benoît Hamon. Donc, tu as été député des Yvelines, notamment de Trappes. Tu as été, durant la campagne présidentielle, mais même durant toutes tes années, au contact de nombreux quartiers. Comme tu le sais, le taux de chômage dans les quartiers populaires est 2,7 fois supérieur en fait, à la moyenne nationale. Dans ton livre, donc Ce qu'il faut de courage, plaidoyer pour un revenu universel, tu présentes le revenu universel comme un instrument de justice qui pourrait permettre d'éradiquer la pauvreté. Et plus précisément, page 178, tu évoques le revenu universel, donc début de citation, un revenu sûr, stable et pérenne permet de se projeter vers l'avenir. Cela crée une sécurité économique propice à l'innovation et à la création. On sait qu'il y a bon nombre de personnes qui sont favorables à un revenu universel d'existence sur différentes... ça peut être d'ailleurs pas forcément des personnes de gauche, ça peut être aussi des libéraux qui, en tout cas, estiment que ça pourrait être un élément qui favoriserait l'innovation. Toi, aujourd'hui, par rapport à ta conception du revenu universel d'existence, est-ce que tu en présentes, et ta réflexion, justement, que tu as pu
construire durant toutes ces années sur les quartiers, comment tu peux présenter, comment tu peux nous expliquer, comment dire, comment le revenu en fait finalement universel pourrait être un moyen pour favoriser l'entrepreneuriat dans les quartiers, parce qu'on sait que quand même, on va le rappeler, hein, mais que ce soit pour l'ADI ou que ce soit pour Positive Planète France, on est quand même sur des publics qui finalement créent leur propre activité. On n'est pas, on est majoritairement pas quand même sur la Startup Nation à plusieurs centaines de collaborateurs, mais plutôt sur des gens qui veulent voilà, faire leur petit commerce et en vivre. Et qui, pour un certain nombre de facteurs, et notamment liés aux revenus, n'y arrivent pas. En tout cas, ont plus de frilosité à se lancer. Pour certains, ça peut être un filet de sécurité. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Merci Hayat, bonjour à tous. Bon, d'abord, je voudrais réagir à ce qui a été dit auparavant et notamment ce qui a été évoqué sur l'appétit d'entreprendre. S'il y a un grand appétit d'entreprendre dans les quartiers, c'est aussi lié à une situation qui est une situation assez différente, où l'appétit d'entreprendre est la conséquence du fait qu'on n'a pas forcément trouvé sa voie par les voies habituelles et classiques. Il y a indiscutablement, en tout cas, 2 données dont il faut tenir compte et qui concernent les quartiers. C'est d'abord la défaillance du système éducatif. Il y a aujourd'hui indiscutablement une défaillance du système éducatif dans ces territoires, les moyens qui y sont affectés à due proportion des difficultés sociales qu'on y rencontre sont objectivement pas à la hauteur de la tâche, et ce n'est pas le dédoublement des classes en primaire qui réglera la question, surtout quand ce système vient remplacer un autre système qui s'appelait le plus de maîtres que de classes. Donc en gros, on redistribue les moyens, mais globalement, finalement, à effort constant pour ces territoires, même s'il y a un petit plus lié au dédoublement des classes en primaire, mais il y a indiscutablement, quand on le regarde dès le primaire et au collège, une machine à trier qui trie et rejette sur, on va dire, à la périphérie du système éducatif, beaucoup plus de jeunes qu'ailleurs. Alors, c'est lié évidemment aux difficultés sociales plus grandes qu'on rencontre sur ces territoires, mais c'est aussi lié au fait que l'effort qui est fait pour combattre les inégalités sociales par le système éducatif n'est pas à la hauteur de la situation. Je vous épargne le nombre de gens qui sont venus me voir quand moi j'étais parlementaire pour me dire, moi je n'ai jamais voulu faire un bac pro, mais j'ai fait un bac pro en dépit de mes notes. L'orientation est comme prédéterminée. Alors c'est pas vrai partout, fort heureusement, mais il y a quand même une machine à trier dans un système éducatif qui trie par l'échec, qui a un effet indiscutablement négatif, en tout cas dans ces territoires. Il y a toujours des gens qui s'en sortent, fort heureusement, et il y en a beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de gens qui auraient pu s'en sortir et qui s'en seraient sortis partout ailleurs, mais qui ne s'en sont pas sortis là, eu égard aux difficultés spécifiques de ces territoires. Première chose. La deuxième chose, c'est que, indiscutablement, et ça c'est abondamment documenté, quelqu'un issu des quartiers, avec son diplôme, peine beaucoup plus à trouver du boulot, faute de réseau, la faute aux préjugés, la faute aux discriminations, qu'ailleurs. Et assez logiquement, il y a aussi bon nombre de jeunes diplômés qui se tournent vers la création de leur propre activité. Pourquoi? Parce que finalement, ça apparaît comme la voie la plus simple. Ce n'est pas une manière pour moi de poser finalement une sorte de blason qui serait ces territoires sont victimes. Mais il y a indiscutablement des handicaps dont il faut tenir compte, et que tous les dispositifs d'accompagnement vous pourrez faire avec l'ADI, Positive Planète et BPI le maximum de choses. Si par ailleurs on ne s'attaque pas à ces questions-là, ce sera toujours une tâche qui sera une tâche très compliquée. Et je ne sais plus lequel de vous trois a parlé du parcours du combattant. Moi-même, j'ai 2 fois créé une entreprise, indiscutablement créer une entreprise, c'est pas si simple que cela, et surtout quand on l'a créée, c'est toute une série de tâches auxquelles on ne s'est pas forcément préparé, pour le développement de son entreprise, pour le rapport avec l'administration, pour la gestion de son entreprise, qui suppose d'avoir des interlocuteurs, d'être accompagné. Quand on a du réseau, quand on a été préparé à cela, c'est beaucoup plus simple de toquer aux bonnes portes ou d'avoir le bon numéro de téléphone qui vous aidera en cela. Ce que je trouve très intéressant dans le travail qu'ont fait l'ADI et Positive Planète et dans la restitution qu'ils en font, je ne sais pas si BPI a participé à ça, mais quand on a préparé cette émission, je me suis intéressé, j'ai posé la question à Géraldine, à savoir si finalement les bénéficiaires des minima sociaux qu'ils accompagnent
quand ils créent leur entreprise, ont une durée de vie ou une espérance de vie de leur entreprise aussi longue, équivalente ou supérieure à celle qu'on constate ailleurs. Et elle m'a dit me disait Géraldine, qu'on avait plutôt des taux de pérennité des entreprises qui étaient au-dessus de la moyenne. Ce qui me permet au passage de tordre le cou, alors je passe mon temps à le faire, mais une nouvelle fois à cette idée selon laquelle, quand on est bénéficiaire des minima sociaux, on n'est pas forcément un paresseux. On n'est pas forcément content de ce minimum social-là. On a plutôt eu un usage extrêmement responsable du peu de deniers qu'on a dans sa poche, et on a en général l'envie de s'en sortir, et ce qui explique sans doute cette incroyable, ce qu'on appelle détermination ou combativité des entrepreneurs de ces territoires. Alors bon, en même temps, quiconque fait l'expérience de l'âpreté de la vie sera forcément plus combatif, mais en tout cas, ça tord le cou à cette idée selon laquelle, quand on a des minima sociaux, on est content, on est enclin à rester enfermé dedans. Bon, une fois que j'ai dit ça, moi je trouve que tout le travail qui est fait je me réjouis que BPI fasse du financement de tête de réseau, parce que c'est bien aussi de financer ceux qui savent, et c'est plutôt assez intelligent que la puissance publique s'appuie sur ceux qui ont développé de l'expérience, de la connaissance, et sont instruits par l'expérience, plutôt que d'arriver comme ça avec des sous, mais sans connaître, surtout que, j'espère qu'il ne m'en voudra pas si je dis ça, Ahmed. Moi, j'ai été frappé par l'absence d'acculturation d'une grande partie des interlocuteurs des pouvoirs publics, y compris à BPI à une époque, à la question des travailleurs indépendants, à la question du micro-entrepreneuriat, à la question de l'entrepreneuriat social, des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Je vois encore dernièrement Pôle emploi qui va faire la guerre à la coopérative d'activité et d'emploi mise en place par Smart, qui réunissait 4000 intermittents qui étaient en coopérative. Donc on voit qu'il y a des grands acteurs qui peuvent être doués dans le financement de l'activité économique, mais qui n'ont pas forcément la sensibilité qui est celle des acteurs et donc, locaux ou qui sont là depuis longtemps. Et je trouve bien que donc BPI, pour le coup, fasse du financement de tête de réseau. Alors bon, je ne veux pas être trop long, parce qu'après, Hayat m'a posé une question sur le revenu universel, mais ce que je crois profondément aujourd'hui, c'est qu'il faut retrouver les moyens de l'émancipation et d'une ambition émancipatrice. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société dans laquelle on fait davantage, pas nous, mais beaucoup d'autres, l'expérience de la contrainte plutôt que de la liberté, de l'inégalité plutôt que de l'égalité, de la discrimination plutôt que de la fraternité. Et donc la question de l'émancipation des individus, c'est-à-dire des instruments par lesquels on leur donne la possibilité de choisir, sont importants. Je pense que le revenu universel, ça n'est pas de la magie, mais c'est un des instruments par lesquels l'émancipation est possible, dès lors qu'on n'est plus dépendant seulement d'un salaire et d'un salaire de misère pour pouvoir vivre. Ce que je crois, et ce que vos études prouvent, c'est que dès lors que beaucoup d'entrepreneurs sont déjà salariés, et donc ils ont envie de faire autre chose et qu'ils profitent du fait d'être salariés pour d'être entrepreneurs, le fait d'avoir une sécurité demain liée à un revenu universel permettrait d'avoir peut-être ce supplément, on va dire, de liberté, de paix ou de sérénité pour pouvoir construire un projet durablement. C'est ce à quoi je crois, en tout cas c'est une des vertus possibles du revenu universel d'existence. En tout cas, je suis assez convaincu qu'aujourd'hui, pour créer une entreprise, ça prend du temps. Il faut qu'on y soit presque mobilisé 24/24. Et si on a un boulot et l'entreprise, c'est compliqué. Si on dépend des revenus de son entreprise tout de suite pour pouvoir vivre, c'est compliqué. Ce qui explique aussi que les entreprises ne vivent pas toujours très longtemps dans les quartiers. C'est que d'abord, c'est une clientèle souvent liée au quartier. Il y a une forme d'ultra-localité on va dire du marché sur lequel on intervient. Et puis surtout, l'entreprise, elle est vulnérable parce que l'entrepreneur dépend beaucoup des recettes ou des revenus de l'entreprise pour pouvoir vivre lui-même. Et si ça ne rentre pas immédiatement, c'est forcément beaucoup plus compliqué. Donc oui, de ce point de vue-là, je pense que le revenu universel mettrait du beurre dans les épinards et faciliterait sans doute beaucoup de projets de création d'entreprise. Et après, évidemment, il y a d'autres aspects. Je peux poser une question, Hayat ? Justement, j'allais vous faire réagir en fait, justement pour confronter un petit peu cette idée un peu prospectiviste de ce que pourraient être les entrepreneurs avec du revenu universel. Confronter, je ne sais pas, Hayat, et je ne sais pas, je ne vais pas prendre de position personnelle.
si c'est forcément la solution, le revenu universel d'existence. Je pense que ça peut quand même être une solution, mais du coup, c'est quelque chose que vous portez depuis plusieurs années. Il me semble que vous êtes moins isolé qu'auparavant, mais d'après vous, est-ce que ça va avoir une chance finalement d'exister, d'être mise en place en France ou ailleurs, d'ailleurs en Europe? Sous quel délai? Est-ce que vous êtes relativement optimiste finalement par rapport à ça? Bon, écoutez, parce que j'ai l'impression que quand même ça devient de plus en plus, il y a une sorte d'évidence quand même aujourd'hui, peut-être plus qu'il y a encore quelques mois. Et en effet, je pense que c'est peut-être autour de la question du financement inclusif, une option, pas forcément la solution. C'est toujours pareil, l'entrepreneuriat, c'est pas la solution pour tout le monde, mais c'est une option et une solution pour un certain nombre, je dirais, de situations et d'entrepreneurs. Comme tu le disais, Ahmed, il y a à chaque situation individuelle, je pense qu'il faut prendre en compte. Mais ça peut, je pense, être un moyen de résoudre certaines difficultés d'entrepreneurs qui peuvent avoir des difficultés à se lancer, parce que s'ils se lancent, s'ils se lancent dans un projet entrepreneurial, en face de ça, il n'y a généralement pas de revenus, donc c'est difficile de se consacrer à quelque chose si vous n'avez pas les moyens de vivre. Donc, êtes-vous optimiste? Je ne sais pas si ça s'évalue en termes d'optimisme et de pessimisme. Je pense qu'il y a des obstacles invisibles à la mise en œuvre du revenu universel qui, comme pour tous les icebergs, sont autrement plus redoutables que les obstacles visibles. Parmi les obstacles visibles, je dirais, il y a la question on va dire, le débat sur le financement. Combien ça coûte et qu'est-ce qu'il faut mobiliser de ressources ou de redistribution de la richesse pour financer le revenu universel. Ça, c'est un vrai débat et qui peut opposer des économistes, des fiscalistes, des responsables politiques, sociaux, etc. Deuxième obstacle visible, c'est en tout cas difficulté, c'est quelle est la chronologie de mise en œuvre, quel est le type d'aide que ça remplace, qu'est-ce que ça préserve. Bref, il y a des débats qui sont à la fois politiques et techniques. Moi, je ne peux jamais penser que le débat, par exemple, fiscal n'était qu'un débat technique, c'est un débat éminemment politique, savoir si on lutte contre les inégalités de patrimoine, les inégalités de revenus, quelles sont… Bon, bref, donc je pense qu'on a là des matières, en tout cas, assez classiques et qui font partie des obstacles visibles. L'obstacle invisible qui me paraît… Alors, je vais m'excuser une seconde, je vois que j'ai plus de batterie et j'ai pas Bon, je vais finir ça et puis je pense que j'ai encore 2 minutes. Les obstacles invisibles, c'est la représentation qu'on a du travail, qui est le plus gros obstacle. C'est-à-dire que c'est vieux comme le christianisme, pardon de le dire, l'idée qu'on a aujourd'hui que l'argent légitime, ou le revenu légitime est celui qui est le fruit de notre travail, et le travail que l'on ne mesure qu'à travers l'emploi, c'est-à-dire le salaire pour l'essentiel, et que tout le reste du travail qui n'est pas rémunéré n'est pas reconnu aujourd'hui. Donc, autour de cette question de qu'est-ce que le travail? Est-ce que le travail se réduit à l'emploi ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que le PIB se réduit à notre activité ou est-ce que le PIB, c'est la somme de notre activité et la rente liée au génie de ceux qui nous ont précédés? Et à ce moment-là, si le PIB se fractionne entre ces deux composantes, qu'est-ce qui justifie que cette rente-là soit accaparée par quelques-uns? On a des débats puissants, philosophiques, politiques, qu'il faut avoir, me semble-t-il, et qui seront ceux qui permettront probablement l'adoption du revenu universel. Selon moi, une question se pose en tout cas, puisqu'il y a aujourd'hui des débats sur revenu minimum, revenu universel d'activité qui est la solution de Macron, mais qui est en fait un revenu minimum pour les jeunes RSA aussi, qui serait automatisé en quelque sorte et distribué de manière différente. Bon, en fait, derrière revenu universel se cache toute une série de solutions qui n'ont pas forcément la même portée. Mais je crois aujourd'hui, en tout cas, qu'on doit trouver les instruments par lesquels on redonne du choix aux individus. Je pense que la gauche a beaucoup cru que le salariat libérerait ce qu'on appelle du servage, etc. Mais aujourd'hui, le salariat ne remplit plus tout à fait la mission qui était la sienne historiquement et qu'il ne permet plus l'émancipation aussi facilement qu'on l'aurait imaginé. Et c'est la raison pour laquelle le revenu universel est une solution qui permettrait d'avancer dans cette direction-là. Est-ce qu'il y a plus de partisans? Oui. Pourquoi? Parce que la crise du Covid vient nous montrer l'accélération de l'impact de la révolution numérique sur l'emploi, vient nous montrer que le travail, ça se mélange entre télétravail, travail à la maison, travail domestique, travail bénévole, tout ça se mélange, et qu'on fait l'expérience d'un travail
multifacettes qui nous amènent sans doute à réfléchir aussi à l'idée que ce revenu universel vienne accompagner demain nos revenus, en tout cas nos revenus tirés, nos salaires ou le revenu tiré de l'emploi. Et bon, je pense que ça progresse, mais est-ce que je suis optimiste? On va dire que je suis moins pessimiste qu'il y a 3 ans. Il y avait une question qui était… Hayat, je pense que tu peux en profiter pour charger ton chargeur. Ouais. Il y avait une question qu'on avait évoquée durant l'échange de préparation, justement, qu'avait formulée notamment Benoît Hamon, sur le fait qu'il y avait une étude du Secours catholique qui indiquait qu'il y avait, qu'on allait bientôt franchir la barre des 10 millions de pauvres, et quelle était un petit peu votre position en tant qu'acteur associatif. Est-ce que vous pensez que vous avez… si vous aviez un message à adresser à votre écosystème, lequel serait-il, notamment peut-être aux donneurs d'ordre, etc. Et puis, j'avais une deuxième question, plutôt à Ahmed. Tout à l'heure, l'avantage de la visio, c'est qu'on voit les petites réactions. Et donc, lorsque Benoît Hamon évoquait le fait que pour bon nombre d'entrepreneurs dans les quartiers, c'est plutôt une solution de repli, j'ai vu que tu avais un petit peu réagi. Je pense effectivement que ça peut aussi se challenger parce qu'on a quand même de plus en plus de données qui nous indiquent qu'en fait, les personnes qui entreprennent, elles entreprennent aussi parce qu'elles sont, et surtout parce qu'elles sont passionnées par ce qu'elles veulent réaliser. Du coup, voilà, peut-être, je ne sais pas dans quel ordre vous voulez répondre. Vas-y, Ahmed. Un peu les deux. Je parle un peu des deux choses. Oui, je pense que le constat qu'a posé Benoît Hamon est clair, et je le partage, sur la défaillance du système éducatif, sur les difficultés que rencontrent et que concentrent ces territoires. Après, là où je suis plus nuancé, c'était dans le sens que j'évoquais, il n'y a pas un entrepreneur, mais il y a des entrepreneurs, des façons d'entreprendre, dont des façons de l'entrepreneuriat collectif. Effectivement, et moi j'ai la chance, au travers de ma mission, de tous les jours et dans tous les territoires, de rencontrer des entrepreneurs des quartiers qui n'entreprennent pas par défaut. En fait, c'est ça la question qui se pose aussi. C'est est-ce que l'entrepreneuriat, finalement, il est subi? Et on peut penser que la crise qu'on vit va accélérer toutes les formes de micro-entrepreneuriat. Et là, pour le coup, on est souvent sur des profils qui agissent d'une façon d'incertitude. C'est un peu le diapason auquel tout le monde est confronté. Mais ce que j'essaie de dire par là, c'est que entreprendre quand on n'y est pas préparé et quand on a des boulets aux pieds, je reviens sur les problématiques liées à l'école, au territoire, etc. Effectivement, c'est difficile et ça pousse. C'est compliqué de réussir dans ces cas-là et je ne sais pas si la question, le revenu universel est forcément un atout pour ceux qui sont fragiles et qui n'ont juste pas les moyens finalement de mener sereinement, construire un projet et le développer. Donc c'est un atout. Après, effectivement, mais si ce revenu universel est une réalité aujourd'hui ou demain, peut-être que tous ceux qui sont poussés à entreprendre de façon qui sont plus sur la modalité d'un entrepreneuriat subi, peut-être qu'ils n'entreprendraient pas. Et ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a différentes façons d'entreprendre. Et moi, ce que je vois, ce que je côtoie dans les quartiers, cette année, on a fait la cérémonie de talent des cités, un concours national qui célèbre l'énergie entrepreneuriale de ces territoires et surtout les réussites de ces entrepreneurs. Et quand on regarde les projets, l'ambition, l'envergure, la portée internationale de certains projets, etc., on voit on est très loin d'être sur des profils d'entrepreneuriat par défaut. Donc oui, c'est pour ça que tout à l'heure, je nuançais un peu le propos. Et quand, d'ailleurs, sur l'étude que tu as citée tout à l'heure, de BPI France Terra Nova, elle montre ça aussi très bien. On est sur des profils qui malgré les difficultés qu'ils ont au départ, entreprennent tout de même parce qu'ils sont portés. Et je pense que c'est la motivation qu'a évoqué Benoît Hamon tout à l'heure, quand il évoquait finalement c'est un levier de liberté. Je pense ce qu'il est le dénominateur commun entre tous ces entrepreneurs-là dans les quartiers, souvent, c'est ce désir de liberté. Avant tout, ouais. et souvent, on est sur l'indépendance. Exactement, l'indépendance.
Moi, c'est juste pour vraiment rebondir sur ce que tu disais, Ahmed. C'est que, alors là, on a une étude de l'INSEE qui est sortie en septembre sur le profil des créateurs en 2018. Et c'est quand même, alors sans nier évidemment, hein, qu'il y a de la création d'entreprises par défaut, disons, mais quand même, la principale motivation à 62% des créateurs, c'est le goût d'entreprise ou le désir d'affronter de nouveaux défis. Donc encore une fois, sans nier le fait voilà, que chacun a une raison particulière de créer son entreprise, je pense qu'il y a quand même aussi ce préjugé de c'est le salariat, alors si on crée une entreprise, c'est un peu par défaut. Enfin, voilà, donc je pense que les études récentes, en tout cas, viennent largement nuancer ce fait-là. Et alors nous, on a aussi du coup 30 années de recul sur les profils et les activités des entrepreneurs qu'on finance et qu'on accompagne. Et c'est vrai que depuis 4-5 années aussi, on voit très fortement se développer pas uniquement la volonté d'être indépendant, mais c'est parce que l'activité qui est permise par ce travail indépendant est porteur de sens. Et donc, on a vraiment de plus en plus de projets sur l'économie sociale, environnementale, et pas uniquement la start-up qui va faire de l'économie circulaire, mais même à l'échelle individuelle du travailleur indépendant. Et ça, c'est une tendance qui existait, hein, mais en tout cas, qu'on voit se développer ces 4-5 dernières années. Et tout à fait. Et puis justement, ce qui est intéressant, c'est de se dire que voilà, il y a un désir, mais après, est-ce qu'il se traduit dans la pérennité, le taux de pérennité, c'est là que c'est un autre sujet. Ouais. Et c'est pour ça qu'on essayait de réfléchir, en tout cas avec un peu plus de recul, et effectivement sur un volet plus hypothétique, si on introduisait par exemple ce revenu universel d'existence, est-ce que finalement ça ne faciliterait pas la vie en fait à ces personnes qui ont ce désir d'entreprendre, qui veulent partir, par exemple, aller créer des business avec plus de sens, mais qui en fait se rendent compte très vite que à un moment donné, faut penser à la fin du mois, quoi. Ouais, Alice. Si je peux intervenir justement aussi sur ce sujet-là, c'est que je pense que il y a la question de savoir est-ce que les gens vont entreprendre ou est-ce qu'ils vont entreprendre dans de bonnes conditions. C'est pas tout à fait, évidemment, pas tout à fait pareil, quoi, hein, parce que quand on a envie d'entreprendre, on va entreprendre. Est-ce qu'on entreprend dans de bonnes conditions? Ça, c'est un autre sujet, et c'est vrai que c'est indéniable. Le fait qu'il y a la problématique du revenu, au moins au moment de la création. Alors, j'ai vu dans des interventions sur le chat. Justement, on va passer sur les questions. Voilà, qu'il y avait la question. Il y a des dispositifs, évidemment, il y a le RSA, mais il y a aussi le maintien de l'ARE, il y a l'ARS qui fait qu'on peut bénéficier de 50%. L'ARE, est-ce que tu pourrais préciser ce que c'est que l'ARE? Les droits, en gros, qu'il y a une certaine compatibilité possible entre les droits chômage et les premiers revenus d'activité d'une entreprise. On peut aussi avoir l'ARS, donc qui est un dispositif qui permet d'avoir tout de suite la moitié des droits chômage pour pouvoir se lancer. Bon, voilà, il y a des dispositifs qui existent. Là, en l'occurrence, il faut quand même avoir des droits chômage. Et donc, pareil, pour vous citer une anecdote, on a quand même beaucoup de jeunes qui, donc, n'ont pas forcément accès à un revenu minimum ou qui n'ont pas eu suffisamment de temps pour avoir des droits. En fait, du coup, on les retrouve à avoir une activité salariée en parallèle de la création d'entreprise, ou alors essayer de trouver un travail salarié pour accéder à des droits plus tard, et donc de repousser la création, revenir à du salariat pour de nouveau enclencher des droits. Et voilà. Donc la question, je pense que c'est pas tant de la création d'entreprise, c'est comment créer dans de bonnes conditions. Et effectivement, au niveau de la création, il y a un sujet d'avoir des revenus disponibles suffisants pour pouvoir se lancer dans des bonnes conditions. Exactement. C'est d'ailleurs… oui. Donc, j'ai une dernière intervention, et puis ensuite, j'ai 2 questions de participants. Oui, non, c'est juste pour revenir par rapport à ton point concernant l'augmentation, en effet, de la pauvreté en France. Oui. En effet, je pense que c'est un point, je pense qu'il ne faut pas négliger. Donc, il est vrai qu'il y a aujourd'hui, je crois que plus de 5 millions d'habitants dans les quartiers politiques de la ville. Les quartiers politiques de la ville, ils sont notamment définis à partir d'un certain nombre de critères, et notamment le seuil de pauvreté. Donc, c'est clair que dans ces quartiers, je dirais, la pauvreté, c'est quelque chose de réel, c'est un quotidien. Et face à ça, c'est vrai que bon nombre de porteurs de projets qui viennent nous rencontrer ont également, je dirais, bien sûr, cette intention de créer
une entreprise, de créer leur activité, de générer des revenus, mais il y a quand même souvent, ils sont confrontés à un certain nombre de problèmes sociaux, de difficultés sociales, difficultés donc que nous, en tant qu'association, évidemment, on rencontre, que les conseillers tous les jours rencontrent lorsqu'ils rencontrent, ils accueillent ces entrepreneurs. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et nous, en tant qu'association, on se positionne aussi bien aujourd'hui comme un acteur économique, parce qu'on participe à la création d'emplois, et notamment d'emplois locaux, mais aussi on a une dimension sociale. Une dimension sociale, et c'est la raison pour laquelle c'est vrai que nous sommes aujourd'hui très attentifs au fait que les personnes qu'on accompagne, certes, l'objectif c'est de créer, mais c'est surtout d'avoir une sortie positive, quelle qu'elle soit, vers l'emploi, vers l'insertion. Et en effet, la dernière étude que nous avons réalisée souligne aussi qu'après 3 ans, les personnes qu'on a accompagnées, 50% sortent des minima sociaux. Donc ça, ce sont des dimensions pour nous qui sont extrêmement importantes. Et vis-à-vis notamment des pouvoirs publics, c'est vrai que parfois, finalement, on a une difficulté finalement de positionnement puisqu'on est à la fois un acteur économique, donc on se tourne vers des pouvoirs publics liés, je dirais, le ministère du Travail ou autres, à ces enjeux économiques, mais on a aussi une position d'acteur social que je mets entre parenthèses, mais qui n'est pas à négliger. Et donc, c'est vrai que de temps en temps, vis-à-vis des pouvoirs publics et vis-à-vis notamment des enjeux de financement, c'est pas toujours simple de porter ces 2 enjeux. Et je dirais qu'on en a 3. On est acteur social, acteur économique et aussi on essaie d'être acteur d'innovation en poussant ce qui est cher à Jacques Attali, l'économie positive, c'est-à-dire une économie à impact. Ce que disait Alice, c'est qu'il y a en effet de plus en plus de projets de la part des entrepreneurs qu'on accompagne qui ont cette dimension, en effet, d'attention sur l'impact social, l'impact environnemental. Donc ça, c'est les 3 dimensions qu'on essaie de porter. Et finalement, parfois, c'est pas si simple que ça de le faire comprendre et notamment de le faire comprendre auprès de nos financeurs. Très bien, merci. Je vais vous proposer maintenant qu'on passe aux questions. Alors, dès maintenant, à tous aux spectateurs, pardon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. J'en ai déjà 2 qui ont été présélectionnés par Chris Mella, que je remercie. Alors, cette question, elle est plutôt à destination des réseaux d'accompagnement. Comment créer ou démarrer son réseautage, surtout en période de Covid ? Parce que, bon, la question de favoriser les conditions à l'entrepreneuriat face à la crise sanitaire, c'est l'objet de notre échange aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a peut-être été trop vite sur le sujet. Est-ce que l'un de vous pourrait y répondre ? Alors, sur le réseautage, c'est vrai que c'est une dimension essentielle, on le sait, dans la poursuite et la pérennité de l'activité. Donc, nous, on essaie d'y répondre, je dirais, à notre niveau de 2 manières. D'une part, en essayant de développer ce qu'on appelle la post-création et notamment en mettant en place le mentorat d'entrepreneurs qui ont créé pour les accompagner une fois leur activité lancée. Puis surtout, sur l'ensemble des antennes et des bureaux où nous sommes présents, nous avons créé ce qu'on appelle des clubs des positiveurs, c'est-à-dire des clubs où les entrepreneurs, qu'ils soient en cours de création ou qui ont peut-être déjà lancé leur activité, se rencontrent, échangent sur leur activité, leur réussite, parfois leurs difficultés. Donc, je pense que le réseautage peut notamment passer par l'intermédiaire aussi des réseaux d'accompagnement. Donc, encore une fois, je me répète, mais pour tous ceux qui nous écoutent et les futurs entrepreneurs, c'est vraiment de venir à la rencontre des réseaux, soit dans le cadre vraiment de l'accompagnement de la création, mais aussi au-delà de ça, pour participer et avoir accès justement à ce réseau qui est en effet essentiel dans la poursuite des activités, dans la poursuite de la réussite de leur entreprise. Et on a une autre question qui porte plutôt sur les jeunes. Pourquoi à l'école, on n'agit pas en montrant l'entrepreneuriat aux jeunes via des ateliers de groupe, par exemple ? Je ne sais pas si l'un de vous pourrait y répondre, peut-être. Si, il y a beaucoup de choses. Ahmed. Il y a beaucoup de choses qui existent, des associations qui, par exemple, je pense à 100 000 entrepreneurs qui font intervenir des entrepreneurs au collège, au lycée. Il y a aussi des coopératives d'activités. Jeunesse de service, c'est CJS je crois, qui se lance un peu partout dans les territoires où l'enjeu c'est le temps de 2 mois, 3 mois, on crée une coopérative où on va réellement avoir une activité économique et ça a plutôt des vertus initiatiques
Après, on peut retrouver aussi des choses au sein des missions locales. Parfois, on peut avoir comme on appelle ça, le réseau que vous devez connaître, coopérer pour entreprendre. Entreprendre pour apprendre. Voilà. Ça fait qu'intervient effectivement dans les lycées et aussi un peu collège, je crois. Et c'est ça, à la fac, il y a les pépites. En fait, il n'y a jamais assez, hein, de toute façon. Effectivement, l'enjeu, c'est que, tout à l'heure, ça a été rappelé, quand on dit que finalement, il y a une défaillance au sein de ce territoire. D'autres sont acculturés plutôt au sein de l'école, mais aussi par les pairs. Chacun ses trajectoires, etc. Pour aller dans le sens de ce que disait Géraldine, en fait, pourquoi pas, même les écoles ou les profs, ils peuvent se rapprocher de dynamiques qui existent dans leur territoire. Partout, il existe des clubs, comme l'a évoqué Géraldine, des clubs d'entrepreneurs. Tout à l'heure, tu as cité Younes qui anime un club en Seine-Saint-Denis. Mais partout, hein, effectivement, il y a l'accompagnement par les professionnels, les experts, et aussi l'accompagnement par les pairs, qui est très riche, parce qu'en fait, on va vous partager une expérience extrêmement concrète. Dans cette période de confinement, tu as vu, il y a partout, comme des champignons, il y a qui naissent des webinaires, etc., qui naissent. Il faut en profiter aussi pour réseauter, se connecter. Voilà. Alors là, il y a plutôt une remarque plus qu'une question. Même si quelqu'un entreprend et arrête, il a au moins une expérience pour revenir à l'emploi, et ce n'est pas un échec, mais un enrichissement personnel. Je trouve que cette remarque est plutôt pertinente. Est-ce qu'Alice, je vois que tu voudrais réagir? Oui, parce qu'effectivement, on a parlé des taux de pérennité. Alors nous, évidemment, on suit les taux de pérennité à 2 ans, à 3 ans, qui sont équivalentes à des entreprises classiques, disons. Mais on a aussi un suivi de ce qu'on appelle des taux d'insertion. Et donc l'insertion, ça peut être, donc on a 84% de taux d'insertion. Et donc que ce soit, je crée une nouvelle entreprise, parce que finalement, au bout de 3 ans dans l'entreprise actuelle, j'ai eu une autre envie, mais j'ai aussi eu l'opportunité de retrouver un travail salarié. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir cette notion de, on va certainement avoir des parcours dans le salariat, dans l'entrepreneuriat, puis dans le salariat, ou en parallèle. J'ai vu passer aussi une remarque sur cette dimension conjointe d'être salarié et aussi d'avoir un revenu complémentaire dans l'entrepreneuriat. Donc, ce qu'on trouve vraiment pertinent de suivre, elle a dit en tout cas, c'est ce taux d'insertion. La question suivante elle est par le service FSE Direct PACA. La question est la suivante. Le FSE, donc le Fonds social européen, cofinance certains dispositifs de Positive Planète en France. Ne pourrait-on pas mobiliser ces fonds pour cofinancer le revenu universel? Question très spécifique. Je ne sais pas qui voudrait prendre la parole. Je ne crois pas que ce soit tellement la vocation du FSE que de financer le revenu universel. En tout cas, je ne pense pas qu'il faille bricoler un financement avec un peu de FSE ici. Je pense qu'il faut simplifier la fiscalité en ce pays et décider si oui ou non, sur le même modèle que la création de la Sécu en 1945, on choisit une formule de redistribution de la richesse qui financerait le revenu universel par l'impôt. Cela étant dit, je trouve intéressante la proposition qui avait été faite et qui circulait au sein de l'Union européenne et des institutions européennes de penser la distribution par la Banque centrale, peut-être même sous la forme de création monétaire, de ce qu'ils appelaient, eux, un dividende universel, c'est-à-dire une sorte de socle européen à la mise en œuvre d'un revenu universel partout dans l'Europe, en disant on est parfaitement capable aujourd'hui d'imaginer financer régulièrement pour les citoyens européens une base de revenu universel. Alors là, on est sur quelques dizaines d'euros, hein, mais qui se servirait de socle sur lesquels chacun raccrocherait ensuite, selon la volonté politique des peuples et leur souveraineté, chacun raccrocherait ou pas un revenu universel. Et je trouve cette formule plus intéressante parce que voilà, que l'idée de financer par le FSE le revenu universel. En clair, je pense que le budget européen ne doit pas servir à ça. Voilà. Oui, très clair. On a une autre question qui porte aussi sur on a bien compris le budget voté par le Parlement qui est celui de la Commission. Oui. Voilà. Oui. Après, il y a l'argent de la Banque centrale, c'est autre chose, quoi. La prochaine question, elle porte plutôt sur, donc elle vient de Arnaud. Quid de la reconnaissance et du financement des side projects?
tous ces projets entrepreneuriaux qui sont menés en parallèle d'un emploi salarié pour des raisons de sécurité la plupart du temps. Donc là, ça touche un peu effectivement aussi à des conditions qu'on pourrait créer qui seraient plus favorables aussi pour entreprendre. Ce que tu disais tout à l'heure, Alice, sur le fait qu'on a des jeunes qui entreprennent, mais en même temps qui sont salariés pour essayer de joindre les deux bouts. On sait aussi que les acteurs associatifs portent du plaidoyer, essaient d'influencer, etc. Qu'est-ce que tu en penses Après, je parle à Alice, mais si vous voulez réagir ensemble, il n'y a pas de problème. Hein. En fait, je ne suis pas sûre complètement de comprendre la question sur la reconnaissance et le financement. Voilà, après, je pense que la question peut-être d'Arnaud reprend un peu ce que disait aussi Benoît parce que dans la question, c'est marqué pour des raisons de sécurité la plupart du temps. Donc, on revient à la question de se dire quelles sont non pas les conditions d'entreprendre, mais les conditions favorables. Et donc, la question d'un revenu, en tout cas, qui permet de se lancer au moment de vraiment la question de la nécessité d'un revenu au moment de la création. Donc oui, là, je pense que le sujet d'Arnaud, c'est pas tant de se dire j'ai un travail salarié, puis de manière complémentaire, j'ai pu créer mon entreprise. C'était aussi l'objectif du statut, du régime de la micro-entreprise. Mais là, c'est plutôt comment je passe le cap. Et du coup, passer le cap signifie qu'est-ce que j'ai en termes de sécurité, en termes de revenus, peut-être aussi en termes de droits, parce que j'ai vu qu'il y avait une question sur les CAE ensuite. Donc voilà, je pense que ça revient à la question là, dont on échange sur la nécessité d'avoir un revenu, en tout cas, à la création. On a une autre question sur le revenu universel de Claudia. Le revenu universel est fait pour les particuliers au regard de la crise et de la possibilité, je crois, peut-être des subventions d'ici quelques mois. Possible baisse, Ayat, la possible baisse des subventions, voilà, d'ici quelques mois. Ne pourrait-on imaginer un système un peu similaire de financement permanent, mais pour une association ONG? Quid également de la création d'un pôle emploi dédié à l'entrepreneuriat? C'est pour moi, ça? Oui, je crois. Il faut demander à la BPI, ils savent très bien, ils ont plein d'argent. Et regardez, il est là. Non, plus sérieusement, c'est M. Bouzouaïd qui saura parfaitement répondre à tout ça. Ils sont assis sur un tas d'or à la Banque publique d'investissement. Non, la crise ici, pourrait-on un système pour une association ou une ONG, bon, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu, avec le quoi qu'il en coûte, un dispositif avec le chômage partiel où finalement la puissance publique a décidé d'assurer ou de se substituer à des entreprises pour pouvoir maintenir l'activité économique et faire en sorte que les gens aient des revenus. Bon, la question c'est est-ce qu'on peut d'une manière ou d'une autre pérenniser des systèmes dans lesquels finalement on vienne compléter des salaires par un revenu qui serait le revenu universel. La réponse est non à fiscalité constante. C'est sans solution le financement du revenu universel si on garde le même système de redistribution. Il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est impossible. Ce n'est pas juste un tableau de bord où on jouerait sur on va dire les curseurs en se disant, en faisant un peu moins d'impôt sur le revenu ou un peu plus d'impôt sur la fortune, en créant une taxe sur les robots seulement. Bon, on n'y arriverait pas. Il faut repenser la fiscalité, notamment la fiscalité du patrimoine. Et je pense, c'est pas le débat du jour, mais quand on raisonne sur l'impôt aujourd'hui, on raisonne souvent sur les impôts qui pèsent sur des activités qui sont les activités d'hier. Je pense qu'on ne prélève pas correctement la richesse, ou en tout cas l'impôt dans notre pays. On devrait penser aux activités qui sont les activités de demain et les plus rémunératrices, et à ce que sont les vraies inégalités dans ce pays, qui sont d'abord les inégalités de patrimoine. Et je me permets de rajouter notamment les inégalités genrées de patrimoine. Il y a un excellent travail qui a été fait sur le fait que les femmes sont aussi victimes d'inégalités dans l'héritage, dans le patrimoine, et eu égard au fait qu'elles sont femmes. Donc on voit bien que voilà, on a aujourd'hui une fiscalité qui est aussi une fiscalité assez injuste, au fait. Donc, ça c'est ma réponse. Après, je ne sais pas si je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question sur le financement des ONG. Je sais juste quelque chose qui me préoccupe un peu, je sais pas tellement dans le débat d'aujourd'hui, mais que nous n'avons pas réussi à enrayer ces dernières années
une transformation du financement des acteurs privés non lucratifs que sont les associations et souvent les ONG qui sont des associations, qui sont obligés à la fois de dépendre de leurs propres ressources et souvent des appels d'offres quand il s'agit de se tourner vers les pouvoirs publics en cas de mise en concurrence. Et il faut pouvoir à l'avenir davantage financer par la subvention et moins par la mise en concurrence. Pourquoi? Parce que la subvention vient financer le projet de l'association, là où l'appel à projet, la mise en concurrence, vient demander à une association de se conformer au cahier des charges fixé par celui qui subventionne, c'est-à-dire le pouvoir politique et administratif. Et on a donc une forme de tarissement, en quelque sorte, ou d'appauvrissement des projets associatifs, et qui sont des projets qui sont ceux des citoyens d'abord, qui décident de se réunir pour défendre ou porter une cause, ont besoin du soutien de la puissance publique. Et il me semble que la puissance publique doit intervenir davantage au soutien des projets qui sont imaginés par les citoyens, plutôt que de demander aux citoyens finalement de concourir à des appels d'offres que la puissance publique réalise sur la base de ses propres projets politiques. Voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et on avait, dans la loi ESS de 2014, essayé de sécuriser le principe de la subvention pour que les collectivités locales, collectivités territoriales hésitent moins à subventionner qu'elles ne le faisaient dans le passé, mais il y a une forme de transformation du financement des associations qui pose problème parce qu'elles font des associations et des ONG, en tout cas c'est un peu le but, d'en faire des supplétifs finalement de l'action publique, là où l'intérêt d'une association, c'est le projet qu'elle porte, pas qu'elle soit demain délégataire de services publics. Absolument. Bon, j'ai changé de sujet, mais en même temps, Non, mais c'est aussi intimement lié parce que, in fine, il en va quand même des activités qu'on va avoir au bénéfice de nos porteurs de projets. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'activité, mais on parle aussi de plaidoyer parce que les deux sont intimement liés en fait. Si au tout début, en fait, comment dire, quand on a parlé du fonds de solidarité, les associations ne s'étaient pas mobilisées pour dire eh oh, attention, les travailleurs indépendants ne font pas partie en fait de votre dispositif, ils n'auraient pas été intégrés en fait ensuite. Donc c'est intimement, c'est absolument vital en fait de toujours alerter, ce que disait aussi Alice tout à l'heure, sur le fait qu'il faut acculturer aussi les pouvoirs publics sur la question des travailleurs indépendants, des micro-entrepreneurs qui sont toujours en fait à la croisée entre finalement plusieurs ministères. Donc du coup, j'ai une autre question, parce que là, l'idée, c'est vraiment de finir avec un maximum de questions possibles. Elle vient de Corinne. Tout à l'heure, vous avez un petit peu parlé justement de la question des femmes entrepreneurs, qui est un sujet qui mérite aussi toute notre attention. Donc Corinne qui nous dit « Pour entreprendre, les femmes ont besoin de temps, mais aussi de mettre en place les conditions favorables en termes de gestion familiale, charge qu'elles assument encore particulièrement. Pourquoi ne pas envisager des aides à impact familial encore plus en période de crise ?» C'est vrai que la crise sanitaire nous a montré que ne serait-ce que déjà dans le travail salarié, il commence à y avoir déjà des études qui démontrent que les femmes, elles gardent toujours finalement l'essentiel des tâches ménagères, de s'occuper des enfants, etc. et en même temps travailler. Et donc, il y a des inégalités qu'on anticipe déjà dès maintenant, qui viennent en fait en conséquence de cette crise sanitaire. Sur le volet entrepreneurial, on peut vraisemblablement penser que c'est la même chose. Du coup, quid d'aide supplémentaire pour les femmes entrepreneurs? Je ne sais pas si quelqu'un veut y répondre. Tu me semblais vouloir répondre, mais… Tu dis Ahmed, c'est ça que tu as dit? Oui, excuse-moi. Non, pas du tout, mais je peux réagir, bien entendu. Je crois que depuis tout à l'heure, on se pose des questions qui sont essentielles et qui émergent peut-être d'autant plus fortement aujourd'hui que la période de crise plurielle, finalement, fait que ça met en exergue ces problématiques. En fait, moi, je n'ai pas la réponse, hein, j'ai pas ni le pouvoir, ni les moyens, d'ailleurs, qu'on me prêtait tout à l'heure. Par contre, je pense que… Mais par exemple, peut-être sans avoir la réponse, est-ce que déjà dans les dispositifs existants mis en place par la BPI, il y a déjà peut-être des focus particuliers sur les femmes entrepreneurs? Bien entendu. Il y a des réseaux, notamment dédiés à la… Il y a des réseaux. Je vais prendre la problématique des femmes entrepreneurs. Donc de plus en plus, et d'ailleurs, moi je suis très heureux de dire qu'on a déployé des accélérateurs spécifiques au quartier. Donc les accélérateurs, l'idée derrière, c'est de dire qu'on va proposer un accompagnement intensif
je dirais pour des entrepreneurs pour leur proposer un accompagnement à l'image de leur ambition. Et donc, du coup, qui va s'appuyer sur triptyque, accompagnement individuel, collectif et mise en réseau, tout ce qui a été évoqué tout à l'heure, un entrepreneur qui réussit, souvent un entrepreneur connecté. Donc, l'enjeu, c'est on propose aujourd'hui des modes d'accompagnement spécifiques en fonction de typologie de public. Là, tout à l'heure, on se posait la question des femmes. Beaucoup de régions structurent, via les PAR, les plans d'action régionaux, des démarches pour soutenir l'entrepreneuriat féminin. Je pense aux Premières, je pense à Actionnel, je pense à Femmes des Territoires, etc. Il y a tout un tas de réseaux qui ont identifié les problématiques qu'on est en train de souligner là pour proposer des réponses spécifiques, sur mesure. En fait, il me semble que sur la question de l'entrepreneuriat féminin, finalement, les problématiques rencontrées par les femmes, on se rend bien compte que on peut mettre un pansement par là. Chacun essaie, comme il peut, d'apporter un morceau de la réponse, mais on sent bien que c'est une problématique sociétale. C'est un problème systémique qui ne sera pas réglé parce qu'on va apporter un bout de solution, un bout de financement, ou un réseau va se spécialiser sur l'accompagnement des femmes. La problématique, c'est comment on sensibilise l'ensemble des acteurs qui interviennent, aussi bien sur la formation, parce que ça veut dire peut-être travailler sur d'autres éléments en matière de contenu, dans la logique de montée en compétences, comment on intègre finalement les freins. Donc ça suppose de former les professionnels, mais aussi former les acteurs du financement qui, tout à l'heure je parlais de biais cognitifs, c'est-à-dire quand ils vont accueillir tel ou tel public, ils vont les accueillir avec tout un tas de prénotions, de préjugés, même qui ne conscientisent même pas, mais qui vont fermer des voies. Et je pense que sur toutes les problématiques qu'on évoque là, la problématique, elle est aussi systémique. Et si aujourd'hui, ces thématiques, elles reviennent fortement, c'est peut-être qu'on est je ne sais pas si on a un tournant, mais en tout cas, les craquements que vit la société aujourd'hui rendent ces problématiques saillantes. C'est vrai qu'on... Pardon. Tu dis ? Vas-y. Non, vas-y, tu peux finir. Non, je voulais faire le lien avec la question du travail indépendant. Aujourd'hui, tout à l'heure, on voit effectivement que le taux de création explose. Très bien, mais après, il faut regarder quel type de création. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle quand on dit que on voit que certaines créations sont aussi pérennes. Parce que peut durer longtemps par défaut, parce qu'effectivement, il faut bien manger. Et si finalement, c'est des entrepreneurs précaires, j'ai envie de dire. Oui. Et donc peut-être que là, la question du revenu universel serait une partie de la réponse. Mais ce que j'essaie de dire par là, c'est que la problématique, elle est systémique, ça pose vraiment des questions de transformation sociétale, des questions fondamentales, où tout ce que se posait, si ça devient des questions sociales, c'est très bien. Justement, c'est plutôt ce que tu évoques, c'est vrai que en fait, c'est à la croisée de plusieurs sujets et plusieurs crises aussi. Tu parlais finalement là d'entrepreneuriat, on va dire, un peu plus inclusif. J'ai envie de parler, voire même d'entrepreneuriat plus responsable. Ce que disait très bien Géraldine tout à l'heure, c'est que dans notre accompagnement à Positive Planète, on parle d'entrepreneuriat positif. Donc, l'idée, c'est quand même que ce soit durable et que ça prenne en compte aussi les enjeux, notamment aussi d'écologie. Mais c'est vrai qu'en pratique, c'est compliqué en fait de dire à quelqu'un, un entrepreneur, en fait, faut que tu veilles à telle et telle chose pour respecter l'environnement, même si ça va te coûter un peu plus cher. Et donc, du coup, c'est toujours le même débat, en fait. Est-ce que je pense à la fin du mois ou à la fin du monde ? Benoît, dans ton livre, tu parles de salaire de bonheur. Là, Ahmed soulignait le fait que, alors, ils créent peut-être des entreprises, mais est-ce que finalement, elles sont, entre guillemets, bonnes pour eux ou bonnes pour les autres ? Est-ce que elles sont durables ? Finalement, on n'en sait pas grand-chose. Est-ce que tu penses que, justement, l'introduction de ce revenu universel d'existence pourrait être un booster d'entrepreneurs positifs ? Comme nous, on parle d'entrepreneurs positifs, d'entrepreneurs qui vont se dire, en fait, vu que j'ai un filet de sécurité, finalement,
je peux me permettre d'aller dans tel ou tel secteur qui me passionne, faire quelque chose qui ne va pas avoir une rentabilité super rapide dans un premier temps, qui va prendre un temps un peu plus long. Mais du coup, ce n'est pas grave parce que je donne un peu la réponse dans ma question. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai en tête intuitivement. J'aimerais bien te faire réagir là-dessus. Écoute, je ne peux pas prêter toutes les vertus au revenu universel qui réglerait tous les problèmes, ce qui n'est pas du tout, évidemment, est impensable. Que je crois, c'est que c'est quand même d'abord, outre que c'est une mesure de justice, c'est d'abord une réforme qui présuppose non pas que l'humanité est mauvaise, mais qu'il faut lui faire confiance. Ce qui est un des problèmes aujourd'hui du débat politique, c'est que j'ai l'impression que l'offre politique se réduit au choix entre différentes fins du monde. Pardon de parler comme ça, mais entre le grand remplacement ou l'effondrement, c'est quand même, des fois c'est un peu flippant, quoi, ce qu'on nous propose. Donc moi je ne crois pas du tout qu'on ait le choix entre plusieurs versions du chaos. Je pense que le chaos n'est pas impossible, mais je pense qu'il y a évidemment des solutions beaucoup plus positives qui peuvent être mobilisées. Pour ça, me semble-t-il, effectivement, le revenu universel, il réinjecte de la confiance. Pourquoi? Parce qu'il dit, le simple fait que vous existiez vous ouvre des droits, et notamment des droits sur le plan économique, qui sont liés à la rente de ceux qui nous ont précédés, qu'on va répartir en fractions égales, et c'est le revenu universel. Et avec ça, vous en ferez ce que vous voudrez, il sera financé par l'impôt, évidemment, mais il vient compléter ce que vous gagnerez, qui est lié à vos choix de vie, vos opportunités d'emploi, de création d'entreprise, d'activité, etc. Donc oui, je pense que parce qu'il offre une pratique de la liberté, il est un des instruments par lesquels on s'épanouit, on s'émancipe, donc on répond davantage d'autrui. Moi, je crois que c'est très difficile de répondre d'autrui et de la santé de la planète quand on est soi-même très inquiet, quand on a soi-même un horizon à court terme, quand on est soi-même finalement malade socialement. Pourquoi? Parce que on ne vit pas bien. Et je pense qu'il est difficile d'atteindre une bonne vie et donc de répondre de tous les grands enjeux qui sont ceux de la biodiversité, du réchauffement climatique, quand soi-même, voilà, on ne va pas bien. Donc, de ce point de vue-là, il y a à l'évidence une vertu. Je prends un exemple qui n'arrête pas grand-chose avec l'entrepreneuriat, mais vous savez, on fait souvent reposer sur les consommateurs la responsabilité de consommer plus sobrement, évidemment d'être citoyen dans le fait de ne pas jeter ou de trier, etc. Mais quand vous avez un petit salaire, vous n'avez pas d'autre choix que de consommer low cost, parce que c'est le moyen par lequel vous offrez d'ailleurs une forme d'illusion parfois à vos enfants d'accès à la société de l'abondance. Et or, l'économie low cost, c'est le modèle le plus prédateur sur le plan social et sur le plan écologique. Et l'intérêt du revenu universel, par exemple, c'est que dès lors qu'il vient compléter un salaire, j'ai 1 300 € de salaire plus 750 € de revenu universel, bon, ça m'augmente quasiment de 50% mes revenus, et ça m'offre le choix d'accéder à des biens réparables et plus chers, à des biens des commerces équitables et plus chers, à une alimentation bio donc plus chère, c'est-à-dire finalement de tordre, ou en tout cas d'enrayer la machine qui est celle de l'économie low cost et d'une société de consommation qui, tant qu'elle tourne à plein régime, est parfaitement incompatible avec des objectifs qui sont des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de restauration de la biodiversité. Donc oui, c'est valable aussi pour l'entrepreneuriat. Ce que je veux dire, c'est plus simple de répondre et d'autrui et de la planète quand on va soi-même un peu mieux. Voilà. Et alors, ce qui rend ceux qui vont très très bien et qui ne sont pas responsables, eux, par cupidité, encore plus comment dire, on a le droit de les engueuler 2 fois plus, ceux-là, quoi. Voilà. Parce que alors là, merci Benoît. Alors, je vais essayer de condenser plusieurs questions qui sont pour diverses personnes en même temps pour essayer de tenir le délai. Je vais vous demander des réponses brèves. Alors, la première, elle vient de Ahmed. Est-ce que la crise sanitaire et ses conséquences sur le marché de l'emploi, est-ce qu'on ne va pas vers davantage d'entrepreneuriat subi comme vous l'évoquez dans vos discussions? Donc ça, c'est la première question. C'est en gros crise égale entrepreneuriat subi, point d'interrogation. La deuxième question, elle est de Omar.
Existe-t-il des partenariats entre des startups et Positive Planet où des porteurs de projets pourraient être en immersion? Donc ça, c'est plutôt pour Géraldine. Une troisième question qui est sur le financement. L'accompagnement au financement existe et outre la création, est-ce que les acteurs économiques tels que les grands groupes, les PME, les startups font-ils appel aux créateurs issus des quartiers ou de parcours autres plus fragilisés? Un monde inter-entreprise ne serait-il pas un outil de pérennité et d'apprentissage? L'apprentissage à être un entrepreneur n'est-il pas aussi une carence? Donc là, c'est plutôt sur le partage de contacts, d'apprentissage entre pairs, entre entreprises de quartier et grandes entreprises ou milieu start-up. Et une dernière question, n'y a-t-il pas un risque d'inflation et donc d'annulation des effets du revenu universel d'existence, un peu comme l'augmentation des loyers par les propriétaires lorsqu'ils savent que des APL sont versés à leurs locataires? Alors peut-être Benoît, vu que tu dois partir, vraiment peut-être répondre à la dernière question et puis ensuite on arrivera sur les, entre guillemets, best practices pour les entrepreneurs. Oui, merci Ariette, parce que j'ai ma petite fille que je dois aller chercher à l'école, donc je suis désolé, mais bon. Normal. Un mot, oui, il y aura de l'inflation, mais elle est souhaitable. Moi, je pense qu'on ne paye pas aujourd'hui dans les grandes surfaces qui cassent les prix, le juste prix. Aujourd'hui, nous ne payons pas le juste prix de certains biens alimentaires ou de certains biens électroménagers qui sont fabriqués pour être si peu chers dans nos rayons, dans des conditions qui supposent ou de ne pas respecter les réglementations environnementales ou de sous-payer ceux qui produisent, ce qui explique que sur la chaîne de production, on est des travailleurs parfois exploités, des agriculteurs qui ne sont pas payés correctement. Donc on a besoin que les prix qui se forment soient le juste prix au sens où ils rémunèrent correctement les producteurs et ils respectent aussi des exigences en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de respect de la biodiversité. Donc il y aura de l'inflation. Par ailleurs, l'inflation, ce n'est pas toujours mauvais, hein. Ça permet de se désendetter en partie aussi. Donc, mais ce sera jamais, on me dit souvent, est-ce que l'inflation ne va pas compenser le fait d'avoir 750 € en plus? Non, on ne va pas avoir une inflation qui, puis d'abord, elle fait l'objet d'un contrôle, d'une surveillance, mais on a besoin aujourd'hui que les prix augmentent un peu parce qu'ils ne correspondent pas d'abord au juste prix, au sens où c'est le prix qui peut rémunérer correctement le producteur et faire en sorte que la production soit respectueuse de l'environnement. Donc moi, je souhaite qu'il y ait un peu d'inflation dans ce pays et évidemment, elle peut être liée à la création du revenu universel. Bon, je suis vraiment désolé, mais… Merci Benoît Hamon pour ta participation et ta on contribution. jongle entre vie privée, vie professionnelle, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Ce qui est bien, c'est que les gars commencent à le faire aussi. Donc voilà. Il était temps. Ouais, voilà, doucement, mais on progresse. Bon, merci à vous. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Du coup, très rapidement, pour répondre aux dernières questions, je ne sais pas si vous les avez en tête ou je vous les relis. Vas-y, Géraldine, allez. Oui, non, juste par rapport au partenariat entre Positive Planet et des startups. Alors, de manière assez récente, dans le cadre en fait d'un programme qui s'appelle le plan investissement compétences 100% inclusion, programme par lequel nous sommes partenaires aussi d'un studio d'innovation qui s'appelle Schoolab et qu'on met en place aussi bien en Île-de-France que dans les Hauts-de-France. Dans le cadre de ce programme, donc c'est un parcours de formation qui est séquencé dans le temps. À la fin en fait de la formation, les entrepreneurs qu'on a accompagnés vont effectuer une immersion dans des entreprises partenaires de Schoolab et notamment par exemple de Google, qu'on ne peut peut-être pas qualifier de start-up, mais ça c'est quelque chose qu'on fait de manière récente et je pense qu'on a en effet peut-être intérêt à développer. Donc je ne sais pas qui c'est qui posait cette question, donc oui, on le fait, mais qu'on pourrait peut-être le faire un peu plus. Et juste, je reviens par rapport à la question du fait que l'entrepreneuriat, peut-être dans le contexte actuel, sera un entrepreneuriat subi. Je ne suis pas sûre qu'il faille voir les choses comme ça. Ce qui est certain, c'est que le salariat aujourd'hui n'est pas forcément la seule solution et c'est ce qui est perçu aujourd'hui. Et donc, comme ça n'est plus la seule solution, il y a d'autres options, notamment le fait de créer son entreprise, le fait de devenir indépendant. Donc, pour moi, ce n'est pas subi, mais c'est plutôt, je dirais, tenir compte de la situation dans laquelle on se trouve, de la situation économique, et je dirais de se dire que la création d'une activité, c'est
je dirais, le moyen de trouver un emploi, de créer son job. Et c'est, comme le disait aussi Alice, c'est un moment dans un parcours. Après, on peut tout à fait arrêter son activité, son entreprise, revenir vers le salariat, repartir. Je pense qu'il faut aussi avoir ces options-là et pas rester figé sur l'une des modalités. C'est en fait aussi en fonction de sa situation personnelle, de son parcours personnel, voilà, de plein d'éléments. Donc, je ne crois pas que ça soit subi, mais bien évidemment, dans le contexte actuel, c'est une option qu'il faut, je pense, envisager. Pour aller dans la continuité de ce que dit Géraldine, qu'il soit subi ou non, je veux juste insister sur le fait que lorsqu'il est subi, il y a de très fortes chances qu'il aboutisse à un échec, en réalité. Parce que le 1, finalement, c'est on s'installe dans une situation de précarité, ce que je disais, quand bien même on génère des revenus, l'enjeu, c'est générer des revenus qui viabilisent l'activité. Il n'y a pas de mal à créer son propre emploi, mais il faut pouvoir en vivre. L'enjeu, il est là. Et donc, l'idée, je veux juste insister sur cette idée, hein, pour se prémunir de l'échec, il faut être entouré et bien entouré. Et pour cela, le rôle des associations, que sont positives, que sont l'ADI, etc., elles vont vous aider à structurer votre projet, à le financer et aussi à être réaliste. Si justement il est subi et elles pressentent cet échec, elles vont plutôt vous inviter à aller vers une autre solution de sortie d'insertion, sortie positive. Après, effectivement, si pour une raison et d'autre, effectivement, vous vous orientez vers l'entrepreneuriat, mettez toutes les chances de votre côté finalement en allant taper à la porte de ceux qui savent. Ceux qui savent, ce sont bien entendu les experts dont c'est le métier de vous accompagner, dont c'est le métier de vous financer, de vous préparer à aller chercher des financements également, mais aussi ceux qui savent, c'est ceux qui l'ont fait. Et tout à l'heure, on parlait de la question du réseau. Allez interroger ceux qui ont entrepris dans votre secteur, allez interroger les clubs, les structurations, les corporations. Enfin, là, finalement, là, vous allez avoir de l'information, des solutions, des retours d'expérience qui vont vous aider à réussir. Après, pour terminer sur ce point-là, certainement, en fait, je pense que le débat il a beaucoup tourné sur la question de la création de sa propre activité, plutôt de son propre emploi. Je ne sais pas si c'est un signe de l'époque que nous vivons. S'il y a un signe de l'époque que nous vivons, c'est effectivement que les trajectoires professionnelles, qu'on passe par l'entrepreneuriat ou non, elles sont plus linéaires. L'entrepreneuriat, c'est une manière de se réinventer. Et de la même manière, lorsqu'on a un projet professionnel, on peut mettre toutes les chances de son côté. C'est pareil que lorsqu'on entreprend. Et c'est d'autant plus crucial qu'on met souvent, malheureusement, moins on en a et plus la part de ce qu'on met sur la table, sur la balance est importante. Après, il y avait une question qui était intéressante, et je vais finir là-dessus de mon côté en tout cas. C'est sur le côté en fait partage et mise en relation, en fait proximité, on va dire rapprochement entre grandes entreprises, PME, start-up et nos micro-entrepreneurs qui, c'est vrai, ne se fait peut-être pas autant que l'on voudrait. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à répondre du coup à cette question. Cette question qui était celle de, je crois, Ahmed. Non, c'était pas Ahmed, mais bon, peu importe. Le partage, pardon. Oui. Non, mais en fait, moi, je pense que ça rejoint un peu les échanges qu'on avait sur les réseaux, mais il y a aussi la question de l'achat responsable. Hein, et donc, on cite aussi les grands groupes, les PME, les startups, mais également les pouvoirs publics, de se dire, bon, alors, comment on transforme aujourd'hui notre politique d'achat. Alors, la politique d'achat sur des personnes je ne sais plus quel est exactement le terme employé, mais plus en difficulté, ça s'est souvent traduit par des rapprochements avec les structures de l'insertion par l'activité économique et donc du salariat. Mais bon, en tout cas, nous, on travaille, ce travail de plaidoyer vis-à-vis des politiques publiques, notamment sur la question des marchés publics, de l'accès aux marchés publics et donc du développement de l'activité des travailleurs indépendants des territoires. Et aussi, le secteur privé s'y met aussi en réfléchissant sur ses propres politiques d'achat et donc de recours non seulement à des structures de l'IAE, mais pourquoi pas aussi à des travailleurs indépendants du territoire qui permet à la fois de leur donner de l'activité et puis aussi peut-être d'échanges de compétences mutuelles. Merci à tous et toutes d'avoir pu contribuer à cet échange qui, pour reprendre les mots d'Hélène Rocagel, une de nos spectatrices, a été très complet. C'est vrai qu'on a balayé un certain nombre de sujets
Alors, comme tout webinaire, on ne vise pas à forcément avoir toutes les réponses, mais en tout cas, on pose des questions et on donne quelques pistes de réflexion. Voilà, merci à tous. J'espère que vous avez autant de plaisir que moi à échanger. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci aussi à l'ensemble des spectateurs. Et voilà, bon week-end à toutes et tous.